Madame, Monsieur, merci d'être sur Télé Africa. Le métronome s'invite à nouveau chez vous pour faire le point sur l'actualité qui prévaut au Gabon. Démarrage d'une mini-tournée républicaine du président de la transition, le chef de l'État Brice Clotaire Oligui Nguema, dans 3 provinces du Gabon, la province de l'Ogooué-Maritime, celle de l'Angounié et de l'Estuaire. Le chef de la transition au plus près des populations gabonaises afin de faire non seulement le point sur certains chantiers qui ont été initié par le Comité pour la transition et la restauration des institutions, mais également recueillir d'autres doléances des populations vivant dans les différentes localités qui seront visitées par le président Brice Clotaire Oligui Nguema. Et vous le savez également, le ministère de l'Intérieur a rendu public la composition des différentes commissions électorales retenues dans le cadre de l'organisation du référendum qui aura lieu le 16 novembre prochain. Le collège électoral convoqué donc le 16 novembre alors que la campagne, elle, va s'ouvrir le 6, c'est bien ça, le 6 novembre prochain, dans quelques jours seulement. Les partis politiques ont mis à profit le week-end dernier pour mobiliser leurs militants et demander à ces derniers à se tenir prêts et de voter massivement oui lors du prochain référendum sur la base évidemment du projet de constitution. Pour évoquer cette forte actualité en rapport avec l'élaboration d'une nouvelle constitution en République gabonaise, la convocation du peuple gabonais qui devra s'exprimer en toute responsabilité lors du référendum. J'ai le plaisir de recevoir sur le plateau de l'émission Le Métronome, Joël Ngouedeli. Il est le président fondateur des 7 merveilles du peuple, le CTMP. Monsieur Ngouedeli, bonsoir. Bonsoir. Merci, c'est moi. Merci beaucoup d'avoir accepté. C'est la première fois cette invitation, c'est la première fois qu'on vous reçoit dans le métronome. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes un acteur politique de premier plan dans notre pays et qu'on vous a vu ces dernières années, j'ai envie de dire ces 14 dernières années, très présent sur le terrain politique, évidemment, aux côtés de l'opposition gabonaise pour donner de la voix pour l'instauration d'un Gabon plus prospère, plus respectueux des libertés fondamentales et d'une distribution des richesses équitable. On est là donc pour parler de l'actualité et l'actualité au Gabon depuis plusieurs semaines maintenant, c'est l'élaboration d'un nouveau projet de constitution. On a entendu plusieurs acteurs politiques, plusieurs acteurs de la société civile, mais également plusieurs Gabonais puisque dans le cadre de cette actualité, nous avons organisé des micro-trottoirs pour recueillir l'avis des Gabonais sur cette nouvelle constitution. On a envie de savoir quel est le regard que porte le CTMP et son président fondateur sur cette nouvelle écriture de la loi fondamentale? C'est un regard favorable. Il faut ajouter à tout ce qui a été dit que Joël Ngouedeli est député de la transition. Exactement. Et à ce titre, j'ai donc contribué à l'élaboration, ou du moins aux amendements de la Constitution qui va être présentée en termes de projet. Il faut aussi dire que j'ai été invité au dialogue d'Agongé. Donc là encore, j'ai pris une part active. Et bien avant, nous avons, au niveau du CTMP, fait une contribution dans les contributions qui avaient été demandées à l'époque par le Premier ministre. Donc c'est vous dire que depuis le début, on suit ce processus de mise en place d'une nouvelle constitution. Quel est le regard? C'est un regard favorable parce que en ayant contribué depuis l'appel à la contribution, au dialogue, ensuite à la constituante, il faut dire que le CTMP est pleinement satisfait de ce qui se fait en ce moment au Gabon, aux côtés du CTRI, puisque le président de la transition, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, nous a fait l'honneur de l'accompagner dans cette charge et nous comptons justement contribuer davantage. Vous avez rappelé le passé de la lutte du CTMP aux côtés des Jean-Ping, il faut le citer. À cette époque, nous revendiquions un certain nombre de choses. Et aujourd'hui, d'ailleurs, dès l'arrivée du président Oligui, nous avons été reçus, Jean-Ping, moi j'étais de la délégation, nous avons discuté. Nous avons dit au président que nous sommes prêts à l'accompagner et c'est ce que nous faisons. Alors,
qui est notable, avant qu'on aille dans le détail de ce projet de constitution, ce qui est à noter depuis l'arrivée des forces de défense et de sécurité regroupées au sein du CTRI à la tête du Gabon, c'est la démarche inclusive impulsée par Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est une démarche qui nous émerveille. Vous savez que nous, on aime bien les merveilles au niveau du CTMP. C'est une démarche assez spéciale parce qu'il faut l'avouer que depuis que nous faisons la politique avec le CTMP, c'est une première. Un responsable de ce rang qui décide d'associer toutes les forces vives de la nation. Bon, cette œuvre n'est peut-être pas parfaite, mais elle est louable, elle est remarquable. Et à partir de ce moment-là, il faut lui tirer un chapeau, puisqu'au CTMP, on aime bien les chapeaux. Alors, vous avez fait le rappel justement de ce processus ayant conduit à l'écriture de la Constitution de la République, donc à ce projet de constitution en partant des 38 000 recommandations, contributions citoyennes des populations gabonaises, le rapport des 1000 contributions remis au chef de l'État, la mise en place du Conseil national constitutionnel, la mise en place de la constituante voilà, à laquelle vous avez pris part, et ensuite les 801 amendements. Oui, on a fait 801 amendements. Voilà, et les arbitrages du CTRI et du gouvernement. Aujourd'hui, ce projet de constitution a été publié, notamment dans le journal officiel, mais avant la publication déjà, le débat a été très âpre et il continue d'ailleurs à être un débat très nourri sur ce projet de constitution. Les pourfendeurs justement de la modification de la loi fondamentale estiment qu'il y a comme une forme de recul de certains acquis, notamment ceux de la conférence nationale et de toutes les autres conférences qui ont été organisées par la suite. Joël Ngweneni, sur le point relatif à la mise en place d'un nouveau régime politique au Gabon, le régime présidentiel, vous s'y est-il? Pourquoi est-ce que vous pensez que c'est un bon régime? Il faut revenir sur ce que certains de nos compatriotes disent par rapport au recul démocratique. J'attends toujours que l'on me fasse la démonstration. Vous savez, quand on dit qu'il y a recul, on doit d'abord regarder ce qu'on avait avant et regarder ce qu'on nous propose maintenant. On compare et on dit, avant on avait telle chose, maintenant on n'a plus ça. Et donc on a reculé. Le regard que j'ai en lisant la constitution référentielle, celle de mars 1991, et en comparant avec le projet actuel, c'est qu'on a beaucoup avancé sur plusieurs questions. Les questions que nous réclamions à l'époque, quand nous étions dans la lutte, nous demandions quoi à l'époque? Une meilleure prise en compte des besoins fondamentaux des Gabonais, des droits fondamentaux et des besoins fondamentaux. Dans la nouvelle constitution, on va y arriver. Mais restons sur le régime politique. Oui, je vais y arriver, parce que c'est un débat, de mon point de vue, qui est un débat d'école. La politique se veut d'abord être une affaire concrète pour le bien des populations. Donc les débats d'école, d'université, les débats de chapelle importent peut-être beaucoup, mais ce n'est pas toujours efficace. Pour revenir au régime, puisque la question est posée, il faut d'abord dire que les tenants du pouvoir sont des militaires. Lorsqu'il y a eu l'action salutaire du 30 août 2023, la plupart des Gabonais ont applaudi. Même ceux qui, aujourd'hui, contestent, ils ont applaudi. Mais ils ont applaudi quoi? Ils ont applaudi que ceux qui avaient initié cette action prennent le pouvoir. Qu'est-ce que ça veut dire en politique, prendre le pouvoir? Ça voudrait dire que les Gabonais leur ont donné un accord pour dire le pays, ça ne va pas, arranger le pays. À partir de ce moment-là, c'est eux qui vous proposent comment on doit arranger le pays. Ce n'est pas vous de leur imposer comment vous voulez qu'on arrange le pays. Il faut d'abord lever ces malentendus. Quand quelqu'un prend le pouvoir et que vous l'applaudissez et que vous lui dites « vas-y, continue », ça veut dire que c'est lui qui mène le débat. Ça veut dire que c'est lui qui trace la route. C'est lui qui donne l'orientation. Et donc, le président Brice Clotaire Oligui Nguema et ceux qui sont avec lui au niveau du CTRI disent aux Gabonais que, de leur point de vue, l'analyse était déjà que les problèmes se situent au niveau du régime politique. Un régime, de leur point de vue, qui ne permettait pas au président de la République d'être efficace dans son action
et d'accélérer les actions qu'il voulait mener. Et donc, en analysant, le régime qui permettait au président de la République de faire dans cette façon-là, c'était le régime présidentiel. Un régime qui permet au président de la République d'avoir des coups de franche, des mains libres, et pour agir vite. Voilà le débat d'école qui est posé. Maintenant, il y a des gens qui rajoutent en disant que oui, on pouvait prendre un régime présidentiel, mais en allant dans les, comment on appelle ça, l'exactitude du régime présidentiel tel qu'il est mené aux États-Unis. Nous leur répondons en disant que le Gabon est le Gabon. Le Gabon, ce n'est pas les États-Unis. Et donc, quand on met un régime présidentiel au Gabon, on garde l'essentiel, les piliers du régime présidentiel, mais on met des spécificités. Quels sont les reproches qui sont faits de cette affaire? Débat d'école encore. Dans un régime présidentiel, il n'y a pas un vice-président du gouvernement. Pourquoi on en met au Gabon? Mais c'est une spécificité gabonaise. Le président a jugé qu'il lui fallait quelqu'un pour coordonner l'action gouvernementale. Il a appelé vice-président du gouvernement. Il aurait pu ne pas l'appeler vice-président du gouvernement. Il aurait pu choisir un ministre parmi d'autres. Dans le décret de nomination, il lui donne des attributions pour coordonner le gouvernement. L'affaire est pliée. Alors, dans ce projet de Donc, constitution, au fond, il n'y a aucun problème. Dans ce projet de constitution, son article 41, l'article 41 modifié, on fait le contraste entre l'ancien article de l'ancienne constitution qui disposait que le chef de l'État était le détenteur exclusif du pouvoir exécutif, et dans la modification, on dit simplement que le président est le détenteur du pouvoir exécutif. Pareil. Dans l'ancienne constitution, il était le détenteur exclusif. Non, c'était dans le projet. Oui, dans le projet. Mais dans le projet, comment on peut apprécier justement cette évolution? Ce sont des évolutions. Il faut repartir donc dans d'abord la Constitution de 1991. Dans la Constitution de 1991, on était dans un régime semi-présidentiel. Donc la particularité, c'était que le président de la République détenait le pouvoir exécutif avec le Premier ministre. Le président arrêtait la politique gouvernementale, le Premier ministre exécutait et mettait en œuvre cette politique-là. Dans le régime présidentiel, c'est le président qui arrête la politique gouvernementale et qui l'exécute. C'est pourquoi le choix a été fait pour permettre au président de mettre en musique ce que lui-même il pense faire. Comme ils sont en train de faire là, dans le régime exceptionnel, avec le CTRI. Donc ils estiment que dans un régime normal, si ils peuvent faire comme ça, le Gabon va connaître des avancées sur le plan du développement. Alors pour expliquer, c'est que c'est un jeu d'écriture. Parce que dans la première mouture qui est venue au Parlement, on disait bien que le président est le détenteur exclusif du pouvoir exécutif. Bon, là on a dit qu'il est le détenteur du pouvoir exécutif. Bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Il n'y en a pas. Donc c'est la même chose dans les faits. Mais est-ce que le terme exclusif, détenteur du pouvoir exclusif, faisait de lui une forme de potentat? C'est pourquoi je vous dis que ce sont les débats d'école. Parce que si on enlève même ce mot-là, est-ce qu'il y a un autre détenteur du pouvoir exécutif? Il n'y en a pas. C'est toujours lui. Alors, donc qu'on écrive en mettant ce qualificatif-là, détenteur exclusif, ou qu'on ne le mette pas, il reste le détenteur exclusif. Dans ce projet de constitution, on a donc un régime présidentiel avec l'existence à côté du chef de l'État d'un vice-président qui sera chargé de la coordination des affaires gouvernementales ou du gouvernement de la République. Est-ce que c'est Et un vice-président de la République. Est-ce que c'est une réponse qui a été apportée justement à ce que beaucoup considéraient comme étant une véritable hérésie que d'avoir un Premier ministre dans un régime? Non, d'avoir un vice-président sans véritable prérogative. Non, voilà. Il faut repartir. On a souvent présenté les vice-présidents au Gabon, le poste de vice-président au Gabon comme une sorte de coquille vide. Non, il faut revenir dans le débat. Mais je vous dis, sincèrement, ce sont les débats d'école qui n'avancent pas grand-chose au Gabon. Les Gabonais ont besoin du concret. Et le concret, c'est ce qui est en train d'être fait par le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Maintenant, c'est vrai, un pays est dirigé par les lois et aussi dirigé par des doctrines. Donc, quand on parle de doctrine de régime, est-ce que quand on était au village, on cherchait à savoir quel était le régime?
dans nos villages, dans la logique gabonaise. On cherchait simplement Dans à la avoir... logique bantou. Dans la logique bantou. On cherchait simplement à avoir un président, un chef, qui va résoudre nos problèmes. Mais sauf que là, vous avez épousé, Maintenant, c'est vous ça. avez épousé la démocratie. Voilà, en d'où 1990, tous donc ces débats-là. Vous devez de pouvoir vous arrimer. D'où ces débats-là. Justement, c'est pourquoi j'ai dit que ce sont des débats d'école. Débat d'école, c'est quoi? C'est que dans un régime présidentiel, le vice-président est élu avec le président sur un ticket. C'est ça le débat d'école. Nous, dans la spécificité gabonaise, on a dit, oui, on met un vice-président parce que le président a besoin d'être suppléé, besoin d'être secouru, assisté dans son travail, parce que c'est une charge très lourde. Sauf que, à compte tenu des réalités gabonaises, des spécificités gabonaises, la Constitution qui va être présentée n'a pas prévu qu'il soit élu en même temps que le président. Pour des raisons bien connues dans notre pays, pour éviter une certaine instabilité, pour éviter que le vice-président ne puisse mettre à un moment donné en mal le pouvoir du président, ou qu'il se considère peut-être comme son alter ego. Chez nous au Gabon, la logique c'est que le président, lui seul, a été élu en suffrage universel direct. Il est donc le détenteur du pouvoir pour être la clé de voûte de toutes les institutions. C'est ça le débat d'école. Maintenant, à côté de ça, il y avait la question du Premier ministre ou du vice-président du gouvernement. Dans un régime présidentiel, il n'y a pas de Premier ministre. Le président et son vice-président gèrent les affaires gouvernementales. Il y a une longue tradition au Gabon et une habitude qui s'est installée, c'est que les ministres ont toujours eu besoin d'avoir un parmi eux qui soit au-dessus de tout. Est-ce que ce n'est pas une erreur? D'autres acteurs politiques, d'autres fins connaisseurs, même universitaires, estiment que cette réécriture de la Constitution pourrait peut-être mettre à mal le futur président de la République du Gabon, sachant que dans les régimes démocratiques comme celui de la France, en général, le Premier ministre apparaît comme le fusible idéal, le président étant au-dessus de la mêlée. Est-ce que là... C'est un choix. Oui. C'est un choix. Le président Oligui Nguema a fait ce choix-là, d'assumer, vu son état de santé, vu sa jeunesse, vu ses capacités, il a fait ce choix-là d'être lui-même directement responsable. Mais les acteurs, pas les acteurs, les pourfendeurs de cette Mais ce sont pas les pourfendeurs qui gèrent le pays. de ce projet de constitution pas, estiment les adversaires de Brice Clotaire Oligui Nguema. Ce ne sont pas eux qui dirigent le pays. Les acteurs. Quand ils seront au pouvoir, ils vont, s'ils s'estiment peut-être pas aptes à diriger comme ça, ils changeront la constitution, ils mettront un premier ministre pour mettre le fusil. Les adversaires du président Brice Clotaire Oligui Nguema estiment qu'on est en train de fabriquer un monarque parce qu'en tant que clé de voûte, comme vous avez dit, des institutions de la République, il a évidemment avec lui l'armée. Il est également président du Conseil supérieur de la magistrature, donc tout puissant. Mais en France, c'est pareil. Le président avec lui, l'armée, c'est ce qu'on appelle les domaines régaliens du président de la République. C'est tous ces domaines-là. L'armée, c'est le président, la justice, c'est le président, les affaires étrangères, c'est le président. Donc, on fait le procès au Gabon où? Sur quoi? Donc, c'est pourquoi je vous dis, ce sont les débats d'école. Ce sont les débats d'école. Le Conseil supérieur de la magistrature en France, dans leur statut, c'est bien écrit qu'ils assistent le président parce que la justice est rendue au nom du peuple. Et qui, mieux que le président de la République, a eu l'onction universelle du peuple? C'est le seul élu qui est élu par tout le monde. Les députés ont un suffrage universel, mais sectoriel, parce qu'ils sont élus dans leur circonscription. Le président de la République est le seul, en fait, le seul, je vais dire, représentant total de la population. Donc, qui d'autre que lui peut apposer sa signature pour dire la justice a été rendue au nom du peuple, il valide? Alors, Joël Ngouénéné, il y a comme une forme d'incompréhension autour justement de cette modification de la loi fondamentale pour ce qui est par exemple du pouvoir judiciaire notamment. Bon, jusqu'à présent, nous ne parlons que ce que les pourfendeurs disent. Non. Après, il faut me poser la question, je vais vous dire les avancées. Bien sûr. Sur le pouvoir judiciaire, parce qu'il y en a qui estiment qu'il n'y a véritablement pas de séparation de pouvoir ou qui sont des adeptes d'une séparation stricto sensu des pouvoirs alors que bon, dans la pratique, ça n'existe pas. Dans la pratique, ça n'existe pas. Et c'est encore un débat d'école. Pourquoi? Parce que aux États-Unis, il y a une séparation stricte. Le Parlement fait son job, mais même quand on dit strict là, c'est entre griffes.
Parce qu'il y a toujours des interactions. Pourquoi aux États-Unis, quand le président de la République doit nommer des hauts responsables, ils doivent d'abord passer par un accord préalable du Parlement qui doit regarder... La Chambre des représentants. Oui, pourquoi? C'est parce que justement, en réalité, cette séparation n'est pas stricte. Pourquoi le vice-président de la République aux États-Unis est de droit le président, comment on appelle ça, du Sénat? Pourquoi? Parce qu'en réalité, cette séparation n'est pas stricte. Et dans la vie de tous les jours, même quand les matières sont séparées dans un couple, madame a ses choses à faire, monsieur a ses choses à faire, on s'est entendu comme ça, toi tu payes l'eau, moi je paye le courant, mais il arrive parfois que le mari va suppléer la femme ou la femme va suppléer le mari. C'est la vie qui nous impose ça. Donc pour le Gabon, pour comprendre toujours les griefs qui sont faits, c'est que le président de la République a le droit de dissoudre l'Assemblée, et en retour, l'Assemblée n'a pas le droit de faire tomber le gouvernement. C'est là où certains disent qu'on aurait dû faire en sorte que l'Assemblée aussi puisse faire tomber le gouvernement. On a les droits devant des crises à répétition. C'est pourquoi j'ai dit que ce sont les débats d'école. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on veut dans le pays là? On veut que le président de la République qui a été élu par les Gabonais, il fasse les routes. Il amène l'eau, il amène le courant, il fasse les écoles. C'est ça qu'on veut. Or, ces choses-là pour les faire, il faudrait que celui qui prend la décision ait la capacité d'avoir les moyens à temps. Donc le ministre de l'économie, des finances, si c'est un seul ou les deux, ils ont pour chef qui? Le Premier ministre dans l'ancien cas. Ce n'est pas le président de la République. Et c'est le Premier ministre qui va donc relier avec le président de la République. Cette chaîne-là est trop longue parce qu'il faut signer les documents, le ministre va signer, ça va monter au niveau du secrétariat général du gouvernement, ça va monter chez le Premier ministre, avant d'arriver chez le président. Tout ça, c'est trop long et trop compliqué. Dans la solution qui a été trouvée, c'est de dire le président étant l'unique responsable et le chef de l'exécutif, dès que le ministre a fait son document, il peut l'amener directement à la présidence. Donc ça accélère les choses, ça accélère les ordres qui sont donnés, ça accélère les exécutions des ordres et ça accélère aussi même le contact entre les ministres et le président de la République. Et ça vient régler un certain nombre de... Ça vient permettre d'agir vite. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est la raison en fait pour laquelle vous voyez les choses sont faites et ça pousse. Parce que une fois le président de la République a décidé avec le CTRI, tout de suite on prend l'entreprise, on lance, on paye. C'est ça. Ça vient régler une certaine... Ça enlève la lourdeur administrative. Oui, mais que dans la pratique, ça vient également conforter une certaine réalité bien connue. On a entendu certains anciens premiers ministres faire des témoignages. Par exemple, voilà, ils disent qu'ils n'ont pas gouverné, mais qui avait gouverné? Non, ils n'ont pas gouverné. Non seulement ils n'ont pas gouverné, mais que certains de leurs ministres prenaient des ordres directement chez le président de la République. Bon, moi je n'ai pas été ministre, je ne sais pas. Oui, mais on a entendu des premiers ministres plaindre. Oui, c'est normal qu'ils se plaignent. Pourquoi? Parce que, vous savez, la fonction de ministre, ce n'est pas seulement du côté administratif, il y a le côté politique. Il y a la personnalité de l'individu. Et il y a des relations aussi que les ministres peuvent avoir directement avec le président et non avec le Premier ministre. D'ailleurs, c'est pourquoi le président a dit qu'il faut arrêter avec cette hypocrisie-là. Parce qu'à l'époque, tu es Premier ministre, tu es supposé être le chef de tous ces bonhommes-là. Or, il y a ces gens-là qui ne se reconnaissaient pas directement du Premier ministre. Donc, monsieur Oligui Nguema a décidé de dire, bon, arrêtez toute cette hypocrisie, mettez les choses claires. On sait que les ministres veulent traiter directement avec le président de la République pour que ça aille vite et pour qu'il y ait des solutions. Faisons ainsi. Maintenant, dans la vie, il faut aussi savoir expérimenter les choses. On a mis là, c'est un mandat de 7 ans. Quand les choses renouvelable une fois. Une fois. Quand les choses vont se mettre en place, on va observer. Si ça ne marche pas, les Gabonais ont toujours la possibilité de dire non. Ce que tu nous as proposé, on a finalement vu que ça ne marche pas. Mais on ne peut pas interdire d'expérimenter une nouvelle façon de faire quand on a constaté que ce qu'on a fait jusqu'à présent, ça n'a pas marché. On reste sur ce point, celui relatif donc au président de la République, là pour parler des conditions d'éligibilité. Alors, après publication de ce projet de constitution dans le journal officiel, les Gabonais l'ont lu, il y a certains qui finalement ont fait le constat que ce qui avait transpiré
ça a été corrigé, notamment les conditions d'éligibilité en ce qui concerne la filiation des candidats. On avait annoncé qu'il fallait désormais être gabonais de père et de mère, eux-mêmes nés gabonais. Et là, il y a eu une levée de bouclier et ce projet de constitution est revenu sur... D'autres Gabonais disent non, ça aurait dû rester en l'état. Oui, mais ça c'est tout à l'honneur du président de la République, enfin du président de la transition, président de la République, chef de l'État. Parce qu'on attend d'un président d'écouter les compatriotes, d'écouter même la communauté internationale. Il voyage, il va à gauche, à droite, il va au Congo, il va en Guinée, il va en Côte d'Ivoire, il va en France, en Chine, aux États-Unis. Il discute aussi avec ses homologues pour dire, bon, cette question, vous voyez comment vous pouvez me conseiller? C'est un nouveau président qui vient d'arriver. Donc, ceux qui ont l'expérience peuvent aussi lui dire, ah, attention, ici c'est mieux de faire comme ça, c'est mieux de faire comme ça. Et donc, il rassemble tout cela et puis il agit. Donc, on devait le féliciter. C'est qu'il a écouté. Il a vu que ça pouvait déchirer le pays, ça pouvait cliver le pays pour éviter, puisque lui, il prend depuis le début l'inclusivité. Il a dit, bon, on va couper la poire en deux. Bon, il suffit d'être de père ou de mère. Voilà. D'avoir un parent gabonais. Voilà, c'est tout. Pour être éligible à la fonction présidentielle. Ça, voilà. Mais il y a quand même des verrous qui ont été mis dans ce projet de constitution en ce qui concerne la dévolution dynastique du pouvoir. On a verrouillé. C'est un choix qu'il a fait. Et un choix, parce que la constitution, c'est quoi? C'est une loi. Et comme toutes les lois, on prend des lois pourquoi? Pour régler les problèmes qui se sont passés avant, ou pour régler les problèmes qui se passent, ou pour régler les problèmes qui pourraient se passer. Donc, c'est dans l'esprit même de la vie du Gabon. De par le passé, on a eu ce genre de cas. Omar Bongo, qui lui a succédé, son fils, Ali Bongo. Ali Bongo avait tout mis en place quasiment pour que son fils Noureddin lui succède. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est un problème qui s'est posé et qui aurait pu se poser. À un moment donné, si on écoute les Gabonais, on entend ce que les Gabonais veulent, on doit régler ça. Et Brice Oligui Nguema a eu le courage de le régler. Est-ce que c'est une façon d'exclure certains compatriotes à la fonction présidentielle, non? S'il y en a qui sont exclus, ce sont ses propres enfants d'abord à lui et sa femme. Enfin, ses femmes. Il en a deux. Voilà. Donc, s'il y a des gens qui sont exclus, ce sont les siens. Donc, ça, on va lui faire un procès pour ça. Parce qu'il veut montrer le bon exemple. Non. C'est pourquoi je vous parle des débats d'école, des débats d'estrade, des débats de politique politicienne. Il faudrait que nous ayons des débats concrets, des débats efficaces qui nous permettent de faire avancer le pays. Joël Ngouendeni, alors on a parlé tout à l'heure justement sur ce point relatif à la fonction présidentielle que le chef de l'État a resté dans ce projet de constitution, le président du Conseil supérieur de la magistrature. Ses adversaires appuient beaucoup sur, vous allez venir après sur les avancées, sur ce point-là. Jusqu'à présent, vous ne me parlez que des reproches. On est sur les avancées maintenant. Voilà. En ce qui concerne le pouvoir judiciaire, mais là, il y a beaucoup d'avancées. Justement, d'abord la nouvelle formulation précise que le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Dans le respect des dispositions de la présente Constitution, les magistrats ne sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions qu'à l'autorité de la loi. Les décisions de justice sont rendues sur le seul fondement de l'application impartiale de la loi. Les décisions de justice sont motivées et publiées dans les conditions fixées par la loi. Ce sont des avancées, c'est ce que je vous dis. Parce que vous regardez, si vous prenez la Constitution de 91, elle n'était pas créée comme ça. Là, on dit les choses clairement, noir sur blanc, comme on dit. Ça veut dire quoi, tout le gros français là? Ça veut dire que même dans le Conseil supérieur de la magistrature, en fait, le président n'a pas à venir s'imposer dedans. Le ministre de la Justice n'a pas à s'imposer dedans. Les députés qui peuvent être là-bas, les sénateurs, parce qu'il y a les parlementaires qui sont... Dans la composition, hein, il y a eu un ajout important. Le Parlement est représenté par 3 députés et 2 sénateurs désignés par le président de chaque chambre avec... Si on n'appelle pas ça les avancées, on appelle ça comment? On parle de quoi? On parle du fait que la justice est rendue au nom du peuple. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faudrait que lorsqu'on tienne le Conseil supérieur de la magistrature, ce que le peuple a désigné. Donc,
les députés et les sénateurs, parce que ce sont des élus, le président de la République, parce que c'est un élu, il faudrait qu'il soit là quand les magistrats vont faire leurs choses. Parce que c'est eux-mêmes les magistrats qui vont proposer les avancements. Et vous avez vu qu'il y a maintenant un vice-président qui est pris parmi eux-mêmes de façon rotatoire. Tout à fait. Bon, donc c'est lui, le vice-président là, avec le reste des magistrats, qui prépare les dossiers, qui apprête les dossiers. Eux-mêmes, ils connaissent leurs critères, leurs lois, qui doit passer en avancement, qui doit être sanctionné, qui doit passer en conseil de discipline. Ils font tout cela. Maintenant, au moment de prendre la décision, donc au moment du conseil, il faut que le peuple gabonais soit là. Parce que la justice est rendue au nom du peuple gabonais. Et le peuple gabonais, on ne peut pas appeler tous les Gabonais pour venir à cette réunion-là. Donc on prend les représentants, ceux que le peuple a voté. Le peuple a voté qui? Le président de la République. Le peuple a voté qui? Les députés. Le peuple a voté qui? Les sénateurs. Donc, on prend ceux-là et la décision se prend devant eux. Le président ici joue son rôle que lui a confié la population, le peuple. Le rôle de l'arbitre. Parce que c'est écrit dans ses prérogatives que le président de la République est le garant de la justice. Il est le garant du bon fonctionnement de l'État. Donc c'est normal qu'il soit là. Ceux qui disent non, il n'a pas à être là parce qu'il va influencer et tout cela, bon, débat d'école, encore une fois de plus. Vous pensez que s'il est à son bureau là-bas et qu'il n'est pas assis là, il ne peut pas influencer ça, de vous à moi. Joël Goueneni, comment le Gabon fonctionne. Alors la loi fondamentale, la loi en général est impersonnelle évidemment, la loi fondamentale encore plus, elle garantit donc le bon fonctionnement des institutions de la République, mais c'est un projet de constitution qui également va au plus près des préoccupations des populations gabonaises sur le plan sociétal, sur le plan social. Et il y a des dispositions en ce qui concerne la protection des données personnelles. Il y a jusque-là une forme de flou sur ces sujets-là, justement. Dans l'article 14, le nouveau texte dispose « Tous les citoyens ont le droit de prendre connaissance des renseignements figurant dans les fichiers, les archives ou les registres informatiques les concernant, d'être informés des fins auxquelles ils sont destinés et d'exiger que ces données soient rectifiées. » Est-ce qu'il y avait ça dans l'ancienne constitution? Je réponds non. C'est pourquoi nous disons que dans cette constitution, il y a beaucoup d'avancées. Vous pouvez avoir plusieurs articles comme ça. Par exemple, l'article qui parle de l'eau, de l'électricité, on en a fait un droit fondamental. Avant, il n'y avait pas ça. Le président de la République ou le gouvernement pouvait se permettre que les Gabonais n'aient pas l'eau, n'aient pas le courant. Désormais, quand la constitution sera votée, s'il y a un manque d'eau, un manque de courant, la population gabonaise, pour ceux qui peuvent porter plainte en disant leurs droits fondamentaux ont été atteints. Comme on parle de droit de liberté de conscience, droit de tout ça, etc. Donc quand nous parlons des avancées, c'est tout cela. Pour dire qu'on a fait un saut qualitatif. Donc pour revenir là, c'est la même chose. On a déjà une carte d'identité biométrique. On a un passeport biométrique. Quand vous voyagez à l'aéroport, on vous prend les imprimantes. Partout. À la CNAMGS et tout ça. Là. Bon, quand on utilise ces choses-là, on connaît. On a suivi des films, notamment avec la police scientifique. Un meurtre a été commis là-bas. Vous n'étiez même pas. Quelqu'un, pour mettre ça sur le dos de quelqu'un, on va prendre les empreintes, puisque ça existe dans la machine. On va prendre tes empreintes, on va coller là-bas, et puis on va regarder, on va dire non, il y a les empreintes de monsieur X. Alors que ce n'est pas lui. Donc vous voyez, on peut faire des manipulations avec l'informatique, avec les données à caractère personnel. Donc on attend. Et donc on a mis dans la Constitution pour dire attention, attention. Chaque Gabonais a le droit de savoir qu'est-ce qu'on fait de ces empreintes, qu'est-ce qu'on fait de ces données à caractère personnel, où est-ce que c'est situé, ainsi de suite. Avant, ça n'existait pas. Vous n'avez même pas le droit de vous plaindre, de dire qu'est-ce que vous avez fait avec mes choses. On attend évidemment l'application ou la traduction en acte de ces dispositions contenues dans ce projet de constitution après adoption. Si jamais le 8 l'emporte le 16 novembre prochain lors du référendum, parce qu'on sait évidemment qu'il y a parfois certaines contraintes sur le terrain. Tenez par exemple ce qui concerne la publication des biens. Les acteurs politiques souvent sont appelés, et même ceux qui sont en responsabilité dans la haute administration ou dans le gouvernement, appelés à pouvoir déclarer leurs biens, mais jusque-là, la pratique n'est pas encore bien ancrée chez nous. On est en train de construire, on est en train de mettre les jalons, des petits pas,
Et les grandes nations se construisent toujours ainsi. Petit à petit, on avance. Donc, il y a déjà cette constitution, une fois elle est votée, et que le oui l'emporte, il y aura un ensemble de textes d'application, en commençant par les lois organiques, pour bien expliciter chaque, enfin pas chaque article, les principaux articles, et dire comment est-ce que ça va fonctionner, et puis les lois ordinaires qui viendront après. Donc, le Gabon est vraiment en chantier. Alors, il y a également des dispositions en ce qui concerne l'environnement. Tout a été passé au peigne fin puisque le Gabon... Je suis heureux. Maintenant, vous parlez des nouveaux... Le Gabon fait partie des principaux pays leaders en Afrique dans le domaine de la protection de l'environnement et le président Brice Clotaire Oligui Nguema, le président de la transition, évidemment, dès son arrivée au pouvoir, a continué cette politique de ses prédécesseurs initiée par Feu Omar Bongo Ondimba, poursuivi par Ali Bongo Ondimba. Le Gabon reste donc leader dans le domaine de la protection de l'environnement. Et dans l'article 37 renforcé, une disposition dit « L'État garantit à tous un environnement naturel préservé. L'État a le devoir de promouvoir la qualité de la vie et de protéger l'environnement. » Est-ce que ce sont des slogans creux ou il y a une réelle volonté? Non, il y a une réelle volonté. Je suis bien placé. Je suis vice-président de la commission, au niveau de l'Assemblée nationale, vice-président de la commission de l'environnement, du climat, de la protection de la nature et du développement durable. Ce sont des réalités. Parce que le Gabon, comme vous l'avez dit, aujourd'hui, a des potentialités énormes, notamment sur le carbone 14. Il y a une étude du PNUD qui ne date pas de plusieurs années, je crois il y a 2 ans, qui a fait la capacité du Gabon à pouvoir vendre des crédits carbone pour renflouer les caisses d'État avec des sommes énormes qu'on ne va pas rappeler ici. Donc vous voyez que si on ne protège pas ici, le danger, ça va être lequel? Le danger, ça va être que nos ressources naturelles risquent d'avoir un problème au niveau de la mer, au niveau de la forêt, parce que ce sont les domaines qui vont être pris d'assaut par les multinationales qui voudront venir investir, rien que par exemple pour planter les arbres, parce que c'est à la mode aujourd'hui. Quand on plante les arbres, on peut vendre les crédits carbone dégagés. Et il y a un projet comme ça du côté de l'économie qui fait grand bruit. Parce que quand on vient, on va déstabiliser l'environnement naturel. Là, avant, il n'y avait pas les arbres. Quand vous venez pour planter les arbres et que vous les plantez n'importe comment, ça peut créer un problème. Donc, c'est pourquoi on protège ici, pour que nos forêts, nos eaux, nos savanes, notre terre, ça ne soit pas un terrain où on vient faire n'importe quoi, comme on a fait avec le pétrole, excusez-moi, avec tous les cas de pollution qu'il y a eu. Voilà. Il y a également dans ce projet de constitution, en termes d'avancées notables soulignées par ce qui défendent ce projet de constitution, des dispositions, une disposition en ce qui concerne la poursuite de la politique initiée par le gouvernement afin de pouvoir faire en sorte qu'il y ait plus cette fracture qui existe entre Libreville, la capitale du Gabon, et le reste du pays, donc les collectivités locales. Avec la décentralisation. Voilà, l'article 155 nouveau dispose: l'État assure la gouvernance des collectivités locales par une politique de décentralisation efficace et efficiente, garante d'un développement local équitable, démocratique et inclusif. En tant qu'acteur politique, est-ce que vous y croyez sincèrement? Oui. Parce que ça fait quand même plusieurs années, bientôt une vingtaine d'années, que la loi sur la décentralisation peine à pouvoir être traduite en acte, qu'il y ait ce transfert de compétences entre la capitale et les provinces. Est-ce que vous croyez que cette fois-ci est la bonne? Mais c'est déjà, vous êtes allé loin dès l'article 1er. D'ailleurs, quand on définit l'État, on dit que le Gabon est une république unitaire et décentralisée. Oui. Donc, dès l'ouverture, on montre déjà l'état d'esprit. Oui, mais ça, c'est dans la Constitution. Ça n'existait pas avant. C'est-à-dire, dans la Constitution de 91, avec ces modifications, il n'y avait pas cette reconnaissance en tant que telle pour dire que le Gabon, c'est ça. C'est ce que ça veut dire là. Pour dire que le Gabon, si on comprend le Gabon là, il y a un pouvoir central, avec le président de la République, au gouvernement et tout le reste. Mais il y a aussi un pouvoir décentralisé avec les collectivités locales. C'est le principe de base. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, on est d'accord. Une fois on est d'accord, le président de la République qui sera élu après cette constitution-là, la première chose qu'il fait, même dans son serment, on viendra peut-être dans le serment qui est nouveau, il va s'engager devant Dieu, devant nos ancêtres qui sont partis,
devant le peuple pour faire quoi? Première chose, respecter la Constitution. Garder, protéger la Constitution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils s'engagent d'abord à faire ça. Faire que le Gabon soit uni. Faire que le Gabon soit décentralisé. Ça fait partie des engagements de base. Quand il soulève la main et qu'il jure. Donc, s'il a soulevé la main, il jure. Et qu'il ne fait pas ça, après son mandat, il tombe dans le coup du parjure. Ça veut dire qu'il n'a pas respecté son serment. Vous voyez les implications? C'est ce que ça veut dire. Donc, tout président de la République qui va être élu sur la base de cette constitution n'a pas intérêt à s'amuser. Parce qu'il aura juré devant Dieu et devant les ancêtres qui nous voient et qui ont aussi parfois la capacité de nous rappeler à l'ordre. Donc, ce n'est pas l'amusement, là. Ce sont des avancées significatives. C'est pourquoi j'attends toujours d'avoir un débat avec ceux qui disent qu'il y a recul. On s'assoit, ils vont sortir argument contre argument, et puis le peuple gabonais jugera. Autre avancée, selon vous, selon ceux qui sont du même bord que vous, qui défendent ce projet de constitution et le oui, il y a le point relatif au social, à la restauration de la dignité du peuple, de la personne humaine et du peuple gabonais. Les peuples autochtones, voilà. les populations vivant avec des handicaps. On a, pour ce qui est des peuples autochtones, en ce qui concerne la gestion du territoire, on a observé ces dernières années qu'il y a eu plusieurs conflits en termes d'expropriation des terres, l'utilisation abusive des titres fonciers des Gabonais qui se sont vus exproprier leur terrain. Là, cette constitution semble avoir apporté une réponse définitive. Oui. Il y a eu un débat même au Parlement, on dit oui, mais si on écrit comme ça, les entreprises qui vont venir investir, ils ne pourront pas avoir les titres fonciers. Débat d'école. Et en général, quand les gens soulèvent les débats d'école, c'est pour embrouiller le débat. Parce que même une entreprise qui vient s'installer au Gabon et qui va avoir un titre foncier, qu'est-ce qui empêche à cette entreprise-là d'avoir un Gabonais à l'intérieur? Comme un, parmi les actionnaires propriétaires, ou bien parmi les dirigeants. Qu'est-ce qui empêche? Rien du tout. Ils viennent, c'est pour faire le business. Ils viennent, c'est pas pour prendre les terres des Gabonais. Ils viennent, c'est pas pour prendre les places des Gabonais. Donc, ils peuvent venir s'installer, prendre des dirigeants gabonais, prendre des actionnaires en partenariat gabonais. Ça, c'est vu dans plusieurs pays. Vous avez de l'argent, vous voulez investir, vous cherchez un ami, vous lui donnez une partie de votre argent. C'est ce qu'on appelle souvent des associés, même si certains diront que c'est des prêtres, non. Mais dès qu'on lui a donné, c'est déjà pour lui. Au nom de l'amitié ou je ne sais pas, au nom des services rendus. Et après, il peut, au nom de cette société-là, prendre le terrain. Donc, même ceux qui disent que non, ça va faire fuir les investisseurs, ce n'est pas vrai. C'est de la mauvaise foi. Si quelqu'un veut vraiment investir, parce que ce qui intéresse l'investisseur, c'est quoi? C'est de faire du business, c'est de faire du profit. Est-ce qu'il ne peut pas faire le profit en s'appuyant sur les Gabonais? Oui, il peut le faire. Donc, il n'y a pas de débat. Alors, d'autres estiment que le problème, ce n'était pas tant la modification de la loi fondamentale, mais plutôt le changement de mentalité des Gabonais. Là, on est en train de parler des dispositions qui redonnent la dignité aux Gabonais par rapport, par exemple, à la question des titres fonciers. Mais on sait que ces titres fonciers-là sont délivrés par une administration qu'il y a eu parfois certains actes de connivence, de corruption avérés. Le problème, est-ce que ce n'est pas le Gabonais, puisque ceux qui, par exemple, ont acquis, on l'a vu, hein, après l'arrivée du CTRI, des reportages qui ont été diffusés dans les médias publics, faisant état de ce que certains grands hôtels du Gabon étaient la propriété de certains compatriotes venus de l'étranger, mais c'est un mécanisme qui a été mis en place avec la collaboration franche et active des Gabonais. Oui, il faut avouer qu'il y a deux choses. Souvent, le débat, j'entends dans le débat, on a besoin des institutions fortes et non des hommes forts. En réalité, ce sont les hommes forts qui font les institutions fortes. Il faut qu'il y ait au départ des hommes forts qui s'imposent et qui imposent une certaine façon de faire, qui imposent des habitudes. Et c'est à la pratique de ces habitudes-là que les institutions deviennent fortes. Parce qu'il y a un vécu, il y a une histoire, il y a une mémoire. On dira que, ah non, ici au Gabon, ça ne se fait pas comme ça. Ça ne se fait pas comme ça, ça ne se fait pas comme ça. C'est plutôt comme ça, comme ça. Mais parce qu'il y a eu des hommes forts qui ont fait ça. Pour revenir à ce que vous dites, c'est vrai.
la pagaille qu'Akorombessi, Sylvia, Noureddine et tous les autres sont venus mettre ici, c'était avec la complicité des Gabonais. C'est la vérité. Mais il y avait aussi la faiblesse des lois. Il y a ça aussi, il faut avouer. Donc là, dans la Constitution, on essaye de réparer à deux niveaux. On s'est dit, il faut d'abord que les lois ne l'autorisent pas. Donc c'est le premier niveau. Mais ensuite, il y a des hommes qui sont au pouvoir, qui donnent le cap et qui donnent l'habitude et qui donnent l'exemple. Pour dire ici, on ne fait pas comme ça. Donc le premier d'entre eux, c'est le président de la transition qui a déjà dit, et c'est lui qui a fait inscrire cette disposition, qui a déjà dit qu'il n'est pas question que immédiatement après un président, sa femme ou son enfant prennent le pouvoir. Donc ça, c'est un homme qui est fort et qui montre l'exemple. Donc après son magistrat, celui qui va venir va déjà avoir cette habitude-là. Et les Gabonais auraient intégré ça. Donc celui qui viendra après lui, s'il veut changer ça et dire que désormais sa femme ou son enfant peut prendre le pouvoir, les Gabonais vont dire, ah non, 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 celui qui était là, il nous a habitués. Donc tu n'amènes pas ça. C'est comme ça qu'on corrige les habitudes, c'est comme ça qu'on fait avancer des pays. Alors, quelles sont les autres dispositions de ce projet de constitution dont vous avez évidemment pris connaissance lors de la constituante pendant 10 jours? On rappelle qu'il y a eu 801 amendements sortis des avis motivés, sortis donc du Parlement gabonais. Quelles sont d'autres dispositions alors, je voulais vous parler... qui intéresse le CTMP, oui, et pour lequel le CTMP appelle à voter oui au référendum. Oui, c'est déjà global. Hein? Voilà. Et cette inclusion prônée par le président de la transition nous intéresse beaucoup au niveau du CTMP. Parce que nous sommes partie prenante. Nous avons eu des personnes qui ont été nommées à des fonctions importantes, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, cette inclusivité et cette façon de montrer que le Gabon est la chose de tout le monde, ça, c'est important. Et ça semble continuer parce qu'on a eu plusieurs réunions là pour voir comment est-ce que la campagne va être menée. On sent qu'il y a une inclusivité où on met tout le monde. La société civile, l'ancienne opposition, l'ancienne majorité, les militaires, les peuples autochtones. C'est comme ça qu'on doit construire un pays. Même si vous êtes au pouvoir, même si vous avez la majorité, il faut penser aux droits des minorités pour leur donner quelque chose. Et cette constitution apporte cette solution-là. Vous avez vu par exemple que la société civile est reconnue de façon formelle, avec des droits, et l'État pourra apporter des financements en leur spécifiant clairement quel est leur rôle. Sur la société politique, vous avez vu qu'il y a les droits de l'opposition, qui sont clairement, c'est les articles 6 et 7, qui sont clairement mentionnés. Avant, est-ce que l'opposition avait des droits dans ce pays-là? Non. Même sur les chaînes publiques, l'opposition ne passait même pas. Désormais, avec cet article-là, l'opposition a des droits. À l'époque, quand vous étiez même opposant, même si vous travaillez quelque part, on va vous chercher des problèmes, on va vous chasser du travail, on va vous couper les fonds. Moi, j'ai subi. J'ai fait 7 ou 8 mois où les fonds communs ont été coupés. Désormais, ça là, d'après ce qui est écrit, ça ne va plus exister. Vous êtes opposant, c'est votre droit le plus absolu. Et d'ailleurs, on voit là, non? Ceux qui critiquent le président tous les jours, à la limite, qui déraillent même, qui sortent des limites. Mais ils existent toujours. Donc, ça fait partie des nouveautés. Regardez par exemple en France, vous allez voir que la pratique est telle que la commission des affaires financières, donc la commission des finances, est souvent gérée par un opposant. Au Parlement? À l'Assemblée nationale. Souvent, c'est géré par un opposant. Ça fait partie des droits de l'opposition. Parce qu'on estime que dans une assemblée, ce n'est pas à la majorité de donner à l'opposition ce qu'elle veut, la majorité là. S'il y a une majorité, c'est qu'il y a une opposition et la majorité là doit reconnaître qu'il faut donner quelque chose, même si c'est un peu à l'opposition. Donc vous voyez que ce sont des avancées. Les femmes, on a reconnu, bon, le CTMP est à l'aise. Une meilleure représentativité des femmes et des jeunes. Nous, par exemple, au CTMP, on a une valeur, dans notre charte de valeurs, on a une valeur qu'on appelle la valeur de la représentativité, où il faut représenter les femmes, il faut représenter les jeunes, il faut représenter les personnes aussi âgées. Donc, cette constitution vient régler, puisqu'on parle de l'égal accès aux postes de responsabilité, aux postes électifs et tout le reste, comme à l'école. Quand on a fait l'école, quand les femmes doivent aller à l'école, comme les hommes, il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas de favoritisme ou de brimade.
Donc, l'État doit travailler pour que ce qu'on a eu à l'école, quand nous sommes au lycée, peu importe la classe, les femmes qui sont à l'intérieur, qui travaillent, bon, elles peuvent être premières. Donc ça doit être la même chose aussi en politique, dans l'administration. Joël Ngoueneni, il nous reste 2 minutes avant de mettre un terme à cette émission. Mais je voudrais quand même, avant de mettre un terme à l'émission, que vous répondiez rapidement à cette question, la dernière de cette émission. Il y en a qui disent que les dispositions dans le projet de constitution qui instaure l'amnistie de tous ceux qui ont pris part au coup de libération, au coup de force, au coup d'État du 30 août 2023, ben, c'est une façon de légitimer de façon constitutionnelle la force. Est-ce que vous êtes d'accord? La légitimation constitutionnelle de la force. Parce qu'il y a une amnistie, justement. Le projet de constitution prévoit qu'il y ait une amnistie des forces de défense et de sécurité qui ont fait ce coup d'État. C'est normal. C'est en termes de reconnaissance. Mais ça encore, ce sont les débats vraiment qui ne nous font pas avancer. Le CTRI a fait un coup d'État. Le coup d'État est interdit par la loi. Donc la question, le débat, c'est est-ce qu'on laisse ceux-là qui ont rendu un service important au pays sans les protéger ou en étant reconnaissants, on les protège? Moi, je dis oui, il faut les protéger. Parce qu'ils ont fait quelque chose d'inestimable. Beaucoup de Gabonais ne comprennent pas encore. Moi qui étais dans la lutte aux côtés des Jean Ping, après avoir gagné l'élection, nous disons que nous avons gagné. Et puis ce qui s'est passé, c'est passé. Avec les événements tragiques du 31 août 2016. Et nous sommes battus pour que la victoire soit reconnue. Et nous sommes battus pour que le pays avance. Tout ce qu'on a essayé de faire était bouché. Il n'y avait pas d'espoir. Le Gabon n'avait plus d'avenir. Et on a failli revivre la même chose en 2023. Il fallait arrêter tout cela. Ils ont eu le courage de l'arrêter. Il faut les remercier quand même, non? Votre mot de fin, Joël Ngoueneni. Merci, et c'était une belle émission. Le temps a manqué peut-être, mais il faut dire aux Gabonais que le référendum arrive. Il faut qu'on se mobilise massivement et que l'on aille tous voter. Pour le moment, je ne peux pas donner de consignes de vote, mais ceux qui m'ont très bien compris ont compris ce que je veux dire. Merci. Merci à vous, Joël Ngoueneni, président fondateur des 7 merveilles du peuple, le CTMP. On aura évidemment l'occasion de vous retrouver d'ici au 16 novembre sur les antennes de Télé Africa pour continuer à apporter votre éclairage sur la marche du pays. Merci d'avoir regardé cette émission et bonne suite des programmes sur Télé Africa.